balance des couleurs, teinte, saturation, correction sélective ou encore même la courbe, ce sont des outils assez courants dans Photoshop, des outils que vous utilisez d'ailleurs probablement déjà pour ajuster vos photos, mais aujourd'hui je voulais vous montrer des outils complémentaires qui sont un peu moins connus, souvent on peut même les qualifier de quasiment pas connus du tout. Et aujourd'hui, je voulais les partager avec vous puisqu'ils peuvent avoir ces outils un gros impact sur les couleurs de vos photos. Donc en tout, je vais vous montrer 5 techniques. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à mon avis, dès la 3e astuce, vous allez me dire « Mais je la connaissais pas, cette technique, et ça peut radicalement changer le rendu de mes photos. » Eh bien oui, et ben sans plus attendre, on va démarrer avec la première de ces astuces sur les couleurs. Alors, quand on bosse sur nos photos avec Photoshop, il est très courant d'utiliser les calques de réglage pour les différents ajustements. Plusieurs de ces calques sont très utiles pour bosser sur les couleurs, avec, comme je vous le disais avant, eh bien, les classiques, balance des couleurs, teinte de saturation, la courbe, etc. Mais bien souvent, on oublie que même lorsque notre photo est déjà ouverte dans Photoshop, eh bien, on a toujours accès au filtre de Camera Raw. Camera Raw, qu'on soit bien d'accord, ça ne sert pas juste à ouvrir vos fichiers RAW, et on peut aussi très bien utiliser Camera Raw en cours de retouche, ça c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Et avant d'accéder au filtre, je vous conseille d'abord de convertir votre photo en objet dynamique. Pour ça, clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Comme ça, eh bien, vous pourrez ensuite réajuster à tout moment eh bien, les réglages qu'on va faire juste après. Donc, filtre Camera Raw. Là, on a accès à tous les réglages classiques du développement photo, mais nous, on va se concentrer sur le virage partiel, car c'est un outil avec lequel on peut eh bien, très rapidement donner une chouette ambiance à nos photos. Et l'idée, avec cet outil, c'est de colorer séparément les zones claires, puis les zones foncées. On choisit ici la couleur qu'on souhaite ajouter aux zones claires. On va partir par exemple sur du jaune, pour accentuer un peu l'impression d'un coucher de soleil. Et on ajuste l'intensité de la couleur qu'on vient de choisir. On fait de même pour les zones foncées de la photo, on choisit une couleur, et on ajuste l'intensité de cette couleur. Et vous voyez que très rapidement, ça peut donner de chouettes ambiances colorimétriques, un résultat qu'on peut ensuite éventuellement affiner en ajustant ce curseur balance pour donner eh bien, plus ou moins la priorité aux couleurs dans les zones claires, ou la priorité aux couleurs dans les zones foncées. Ok. Et n'oubliez pas qu'une fois ces ajustements faits, eh bien, vous pouvez bien sûr à tout moment revenir sur les réglages puisqu'on est sur de l'objet dynamique, ça grâce à la conversion qu'on a fait au tout début. Donc on double-clique ici, ça nous ramène dans Camera Raw, et on peut réajuster les réglages du virage partiel si besoin. Donc voilà pour cette première astuce concernant l'ajustement des couleurs, virage partiel. Il est probable que vous connaissiez déjà cette technique. On a démarré gentiment, on va compliquer les choses peu à peu. L'idée à retenir ici, c'est cette approche inversée. On est déjà dans Photoshop, on a déjà ouvert notre fichier RAW, on est sur un fichier PSD en cours de travail. Eh bien, on peut à tout moment repartir dans Camera Raw. Et c'est cette approche justement inversée qu'il est intéressant de retenir. Bon, sinon, vous avez vu ce que j'ai derrière moi, c'est un écran. Bon, rien de sensationnel jusque-là. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que normalement, je bosse pas sur un écran externe. J'ai toujours c'est un grand mot, mais depuis 2012, j'ai mon MacBook Pro de 15 pouces sur lequel je bosse. Et là, il y a une nouveauté, il y a ce grand écran. En fait, pour la petite histoire, c'est la marque BenQ qui m'a contacté, c'est un fabricant d'écran, de cet écran, et qui m'a demandé si j'étais OK pour tester un écran, faire un petit feedback, et je leur ai dit, écoute, pourquoi pas, balance le matériel, on verra bien ce que ça vaut. Moi, je suis OK pour faire une vidéo, mais il faut que je puisse être le plus honnête possible. Si ta marchandise allait bien, tant mieux pour toi. Si ta marchandise allait pas bien, j'aurais pas peur de le dire en vidéo. Et donc, ça fait 3 semaines que je teste cet écran, et je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo en complément des astuces Photoshop. Donc juste après, je vous parle de nouveau de cet écran, quelques infos techniques, mon ressenti général, et nous, on continue tout de suite avec la deuxième astuce pour les réglages des couleurs avec Photoshop. Alors ici, on n'est plus dans Camera Raw, mais on reste dans Photoshop quand même, et on va aller jeter un œil sur la série de calques de réglage qu'on a tout en bas de la palette des calques, et on va s'intéresser au tout
premier calque de réglage en haut, couleur unie. Alors, la première chose qu'on a à faire ici, c'est de choisir une couleur, et je vais par exemple partir sur du rouge. On confirme ça en cliquant sur OK. Dans l'état, là, ce calque de réglage rempli en rouge ne nous sert pas à grand chose évidemment, mais par contre, dès que je vais changer son mode de fusion pour le passer en mode lumière tamisée, là, vous le voyez tout de suite, ça commence à devenir sympa avec le rouge qui va se fusionner aux couleurs de notre photo et créer un rendu déjà plutôt sympa. Et puisque là, on bosse sur un calque de réglage, eh bien on peut bien sûr à tout moment le modifier. On double-clique sur le carré rouge ici, et là on peut doser l'intensité de la couleur pour ajuster l'effet à votre goût, tout simplement. Et avec la palette de couleurs qui se trouve juste à droite, eh bien on peut ajuster la teinte de l'effet. Ok ? Alors là, le résultat est global, il est appliqué sur toute la photo, mais bien sûr, il peut être localisé, ce résultat, à un endroit bien spécifique sur l'image, et je vais vous montrer d'ailleurs très rapidement comment ça fonctionne. Je vais repartir sur une couleur rouge maxi pour la démo, et je vais temporairement maintenant faire disparaître la couleur rouge pour ne pas en fait me laisser influencer par la couleur sur toute la photo. Pour ça donc je clique sur le masque, je fais commande I pour passer le masque en noir, et là, le rouge disparaît totalement. Sur cette photo, je pense que ça serait sympa de réchauffer le ciel pour lui donner une ambiance un peu plus lever de soleil. Eh bien, on va appliquer le rouge donc principalement sur la partie ciel. Pour ça, on s'assure déjà, c'est important, on s'assure déjà qu'on est bien sur le masque. On va sélectionner l'outil dégradé, un dégradé linéaire, noir et blanc comme ici. Et là, on va tracer de haut en bas pour faire réapparaître la couleur rouge sur le haut de la photo, sur la partie ciel donc. Et ce résultat, si on veut un rendu plus marqué, plus intense, eh bien il suffit tout simplement de dupliquer le calque. Et là, l'effet est doublé au niveau de son intensité. Un résultat qu'il est, bien évidemment, toujours très facile d'ajuster puisqu'on bosse avec des calques de réglage. Ici, par exemple, si je veux affiner les réglages de ce calque de réglage, donc, eh bien, il suffit de double-cliquer sur le carré de couleur, et là, on choisit la couleur qu'on souhaite, et ici, je vais choisir de mélanger un petit peu de orange avec le rouge, ça devrait permettre d'obtenir plus de subtilité dans les teintes du ciel, et en finition, on peut aussi ajuster le positionnement du dégradé, histoire d'obtenir vraiment le rendu idéal. Donc voilà une technique toute simple pour l'ajustement des couleurs d'un coucher de soleil, mais ça peut être utilisé dans plein d'autres situations, il faut faire travailler son imagination. Le calque de réglage, couleur unie. Donc on revient sur cet écran pour quelques infos, quelques ressentis, je bosse tous les jours avec cet écran, donc j'ai pu me faire un avis assez précis, et je vous en parle tout de suite. Alors, la marque, déjà, c'est un BenQ, le modèle exact, c'est un SW270C, la taille, c'est un 27 pouces, 27 pouces, pour moi qui viens d'un MacBook Pro de 15 pouces, 7 ans à bosser sur un tout petit écran, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Mais là, il faut avouer qu'un écran si grand, c'est un changement assez radical, surtout au niveau du confort de travail. Là, maintenant, dans Lightroom et Photoshop, je peux afficher d'un coup toutes les fenêtres, donc au niveau confort de travail en général, c'est un réel plus. Sinon, quoi d'autre? Il y a la finition mate de la dalle que j'apprécie beaucoup. Mon MacBook, avant, c'était une dalle brillante, comme la plupart des Mac maintenant, je crois. Tous les Mac et beaucoup de PC, c'est la mode, on veut des écrans brillants. Et en retouche photo, c'est pas l'idéal, justement, puisque il y a plus de reflets que sur un écran mat. Et beaucoup de photographes regrettent que toutes les marques, justement, foutent des écrans brillants partout. Et là, c'est pas le cas. Et ça change, ça change, il n'y a pas de reflets, on n'est pas embêté. Donc ici, vous voyez que je bosse à côté de ma fenêtre, il n'y a pas de reflet particulier dans l'écran. Là, même si je bouge, on me voit à peine à une toute petite ombre. Donc, gros confort, cet écran mat. Et en plus de l'écran mat, pour éviter les reflets, on a aussi la casquette qui va tout autour, et la casquette évite encore plus les petits reflets parasites qui pourraient persister. Là encore, pour moi qui bosse à côté de ma fenêtre, parce que j'aime bien voir ce qui se passe dehors, j'ai pas l'obligation de fermer la fenêtre pour bosser. La casquette fait le job.
C'est toujours bon à prendre. Donc un écran de grande taille, la finition mat, la casquette livrée d'origine, tout ça c'est bien beau, mais ce qui importe le plus avec cet écran, c'est la fidélité des couleurs. C'est un excellent écran dédié aux photographes. BenQ l'a fabriqué en pensant aux photographes qui font de la retouche et qui veulent donc une reproduction la plus fidèle possible des couleurs. Eh bien ça, je vais vous en parler juste après la troisième astuce Photoshop. Dans Photoshop et ses calques de réglage, il y en a un qui n'est pas très souvent utilisé. Et pourtant, il peut donner de très chouettes résultats sur les ambiances urbaines, les ambiances nocturnes comme ici, et c'est le calque de réglage mélangeur de couches. Alors, c'est ici que ça se passe, dans la fenêtre propriété, avec un travail possible sur les 3 couches qui composent les couleurs d'une photo, c'est-à-dire la couche rouge, la verte et la bleue. Et à chaque fois, pour chaque couche, donc, on a accès à 4 curseurs, le rouge, le vert, le bleu, et le dernier noir et blanc, qui est ici appelé constant, mais ça, à la limite, on s'en fout de son nom. Et donc ici, en ajustant chacun de ces curseurs, eh bien, on peut obtenir des rendus colorimétriques très intéressants, et là, c'est pas une science exacte non plus, attention, concernant l'ajustement de ces curseurs, il faut prendre le temps de tester tout ça, jusqu'à trouver un rendu qui vous plaît, tout simplement. Et on peut bosser, bien sûr, sur chacune des couches pour affiner le résultat. Ici, en fait, toutes les approches sont possibles. Le choix final de s'orienter sur telle ou telle couleur dépendra, bien sûr, uniquement de ce que vous préférez vous. Et maintenant, ce résultat, soit vous l'utilisez tel quel, comme ça si vous aimez le rendu, soit on peut aussi ajuster l'opacité, si on souhaite un résultat plus subtil, ou encore on pourrait même décider d'appliquer le résultat principalement dans les parties sombres de la photo, pour obtenir un rendu un peu stylé. C'est une option possible, ça. Et pour faire ça, d'ailleurs, c'est simple, je vous montre. On double-clique sur le calque de réglage, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va aller positionner son curseur précisément ici. On maintient la touche Alt, on clique, on maintient le clic, et on pousse le curseur complètement à gauche. Ça a pour effet d'appliquer le rendu des couleurs, principalement sur les zones foncées de la photo. Je vous fais un avant-après. Ça, c'est le rendu avant qu'on ait coupé le curseur blanc. Et là, le rendu après l'avoir ajusté, après avoir coupé le curseur blanc, en fait, et l'avoir poussé complètement à gauche. Avant, après, on a maintenant un rendu plus subtil, principalement appliqué sur les zones foncées de la photo. Ok, donc pensez-y maintenant, quand vous voulez donner une ambiance colorimétrique bien stylée, tout particulièrement sur les photos urbaines comme je vous ai montré juste avant, eh bien le calque de réglage mélangeur de couches peut vous aider. On va parler un petit peu de colorimétrie, je vous disais avant, donc un écran dédié aux photographes. La résolution, on est sur du 2K, donc ça veut dire 2560 pixels x 1440 pixels. On est sur une dalle IPS, et cet écran est capable de reproduire 99% de l'espace couleur Adobe RGB, c'est-à-dire quasiment toutes les couleurs de vos photos peuvent être affichées sur cet écran. L'écran peut aussi afficher d'autres profils couleurs comme le profil couleur P3, là il affiche 97%, ou encore même 100% de l'espace couleur sRGB. Après, est-ce que ces performances techniques font que concrètement on est capable de voir une différence sur les couleurs? Eh bien moi, la seule comparaison que je peux faire, et je pense que c'est une comparaison déjà intéressante, c'est entre mon MacBook Pro que j'ai utilisé longtemps et cet écran que j'utilise donc depuis quelques semaines déjà. Est-ce que j'ai vu clairement une différence? Alors pour être franc, c'est pas game changer. Mais par contre, si on chipote, et j'aime chipoter, dans les dégradés, la subtilité des couleurs est beaucoup plus fine, il n'y a pas de cassure dans les dégradés, et la première fois quand on affiche ces photos sur un écran si grand, capable d'afficher autant de couleurs, on se dit « Waouh !
Ben, mes photos, elles envoient quand même finalement. C'est pas pour se la péter, hein, mais c'est qu'on est surpris par la qualité d'affichage de l'écran. Alors oui, il y a une différence et donc un confort de travail supplémentaire d'être capable de distinguer à l'œil nu toutes les plus fines couleurs de ces photos. Ça, c'est quand même intéressant. Donc un affichage complet des couleurs, mais des couleurs sur un écran de qualité, si elles ne sont pas calibrées, si l'écran n'est pas calibré, eh bien ça ne veut pas dire grand-chose, et donc pour un résultat au top, il faut calibrer son écran. Eh bien la bonne chose avec ce BenQ SW270C, c'est que d'origine, dès la sortie de boîte, c'est un écran calibré. Vous pouvez d'entrée de jeu travailler sur vos photos avec une bonne reproduction des couleurs, et d'ailleurs dans la boîte, il y a un certificat de test qui a été fait. Chaque écran en sortie d'usine est calibré, vérifié au niveau protocole couleur. Donc il vérifie que les couleurs s'affichent correctement, il vérifie que l'uniformité des couleurs est la même sur tout l'écran, puisqu'il faut faire attention à ça. Des bonnes couleurs au centre d'un écran, il y en a plein qui le font, mais des bonnes couleurs partout sur l'écran, à gauche, à droite, au centre, ça c'est super important. Ça veut dire qu'on peut regarder les couleurs, même si on est un peu penché à droite ou à gauche, les couleurs resteront fidèles. Pareil pour la luminosité. Il y a beaucoup d'écrans qui affichent beaucoup de couleurs, mais qui n'ont pas une luminosité excellente. Eh bien, cet écran a la même luminosité partout. Et là encore, c'est indiqué sur le certificat qui est fourni dans la boîte de cet écran BenQ. Après, rien ne vous empêche de calibrer vous-même votre écran avec une sonde dédiée, ça permettra d'affiner encore un peu plus les réglages si vous le souhaitez. J'ai testé, j'ai utilisé ma sonde, et bien très honnêtement, quasiment pas de différence visuelle en tout cas. Dans les chiffres, il y a bien une petite différence de colorimétrie, mais à l'œil nu, on ne voit absolument rien. Donc dès la sortie de boîte, une excellente calibration de cet écran. Et d'ailleurs, en parlant de calibration, avant que j'oublie, il y a un petit trou ici, là, qui vous permet d'utiliser votre sonde sans avoir à enlever la casquette. Là encore, détail d'utilisation, détail, comment on appelle ça? Détail d'ergonomie bien pratique. Allez, on se refait une petite session Photoshop pour la 4e astuce sur les couleurs. Ok, ici on va de nouveau utiliser un calque de réglage, et cette fois-ci, ça sera le calque de réglage correspondance de couleurs. Alors, dans la fenêtre propriété, ce qui nous intéresse là, c'est la première ligne. Et là, donc, on a accès à toute une liste de noms. Et ces noms, ce sont en fait des profils colorimétriques, des fichiers 3D LUT, c'est comme ça qu'on les appelle. Et les 3D LUT sont généralement des profils couleurs utilisés dans l'industrie du film, pour donner un style colorimétrique aux vidéos. Mais ces mêmes profils dédiés à la base aux vidéos peuvent très bien être utilisés sur des photos, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et tout ce qu'on a à faire, c'est super simple, c'est juste cliquer sur chaque nom et voir comment ça rend, tout simplement. Vous voyez, chaque profil donne un style complètement différent. Prenez donc le temps de tester jusqu'à trouver un profil qui vous inspire. Tout est une question d'expérimentation dans Photoshop, c'est comme ça que ça marche. Et ici, par exemple, je trouve assez intéressant ce rendu que donne le profil Foggy Night. Ça dramatise bien le ciel. Bon, peut-être, un petit peu trop puissant sur le bas de la photo, mais ça peut très facilement s'ajuster après. Ensuite, on peut continuer comme ça à explorer les différents profils. Je vais faire ça sur une copie. Et sur le même principe, je jette un œil sur les différents rendus qu'on peut obtenir avec chaque profil. Vous voyez, il y a des choses plus ou moins intéressantes, il faut prendre le temps de tout tester. Et d'ailleurs, celui-là, il est pas mal aussi. Après, les différents rendus qu'on obtient, il n'y a pas de limite au niveau créativité. Pourquoi pas les fusionner ensemble, ça c'est possible, c'est une piste à envisager. Et ici, par exemple, j'aime bien le rendu que ça donne sur la partie basse, un peu moins sur la partie haute. Eh bien, on peut appliquer le rendu que sur le bas de la photo. Pour ça, on s'assure qu'on est bien sur le masque du calque de réglage. On fait ça avec un dégradé, linéaire, noir et blanc. Et là, j'ai juste à tracer de bas en haut pour appliquer le rendu principalement sur le bas de la photo.
Et l'autre rendu sur l'autre calque de réglage, celui qui dramatise pas mal le ciel, eh bien lui, je pense qu'il pourrait bien fonctionner sur le haut de la photo. Donc là, c'est le même principe, hein, on se met sur le masque du calque de réglage, et pour appliquer le rendu principalement sur le haut de la photo, eh bien je vais tracer le dégradé de haut en bas. Donc voilà, une technique de plus qu'il est toujours bon de connaître hein, pour ajuster les couleurs de ces photos. Donc pensez-y, n'hésitez pas à mélanger différents profils couleurs et à les fusionner entre eux en utilisant les masques et les dégradés linéaires comme je viens de vous montrer. Un petit détournement d'utilisation de cette casquette livrée d'origine pour éviter les reflets. Vous voyez, j'ai fixé... Ah, comment on fait? Ici, non, là, ici, là. Ok, pas mal là. J'ai fixé le crayon de ma tablette graphique avec une petite attache en plastique à la con, et ça me permet donc d'avoir un espace de travail bien clean. Et autre chose qui est livrée avec cet écran, c'est cette molette là. Est-ce que je la montre bien? On va dire que oui, je ferai un zoom au montage après. Donc ça permet plusieurs choses, hein, d'ajuster par exemple la luminosité de l'écran, ça c'est possible. On peut ajuster le volume sonore également. On peut changer de profil couleur grâce aux différents boutons 1, 2, 3. Bref, c'est une télécommande programmable livrée avec l'écran et qui permet d'améliorer un petit peu le confort d'utilisation de cet écran. Sinon, au niveau ergonomie générale, bien évidemment, cet écran peut être ajusté dans tous les sens, hein, en hauteur, sur les côtés, à la verticale, etc. Je vais essayer de vous montrer ça dans la vidéo. C'est pas simple, hein, puisque c'est un écran qui est grand, lourd, mais tant mieux, hein, au moins il est super stable, donc en hauteur, sur les côtés également, et éventuellement, pour ceux qui, pour X raisons, veulent bosser à la verticale, c'est possible, hein. Donc je vais essayer de pas tout défoncer. Et voilà, ça permet d'ajuster l'écran dans tous les sens, et pour moi qui, encore une fois, je vais faire la comparaison avec mon MacBook Pro, voilà, j'ai bossé longtemps avec, et j'avais toujours la tête un petit peu penchée, la nuque penchée, et donc ça, sur le long terme, s'étend quand même, hein. Sur le long terme, c'est pas bon du tout pour la santé. Là, au moins, maintenant, j'ai l'écran exactement en face des yeux, puisqu'on peut l'ajuster dans tous les sens. Deux mots également sur la connectivité qui est complète, forcément, c'est un écran professionnel, donc on peut le brancher en HDMI, on peut le brancher en USB-C si on a un ordinateur récent. Moi j'ai mon vieux MacBook, et ben c'est pas un souci, j'ai pas d'USB-C, mais je peux le brancher quand même en mini display, hein, c'est le Thunderbolt sur les MacBook anciens, et ça marche super bien, on branche le câble, l'écran fonctionne, franchement super pratique. Et en plus, on a également à l'arrière un petit hub USB, pas grand chose, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Il y a 2 ports USB de libre pour brancher toute la petite connectivité, je sais pas moi, souris, même un disque dur, hein, c'est assez puissant pour ça. Et même un lecteur de carte mémoire SD, toujours sympa ça. Allez, on repart dans Photoshop, se refaire une petite session ajustement des couleurs avec, une fois de plus, un outil que probablement vous ne connaissez pas, ou en tout cas si vous le connaissez, vous devriez l'utiliser un peu plus souvent. Alors, cette fois, le calque de réglage qu'on va utiliser, c'est la courbe de transfert de dégradé, un nom bien savant pour au final une utilisation très facile, vous allez voir. Déjà, ce que fait ce calque de réglage, c'est appliquer un dégradé à votre photo. Par défaut, ça donne pas quelque chose de très intéressant forcément, mais si on va fouiller dans la palette des propriétés, on clique sur la petite flèche à droite du dégradé, et ensuite sur la petite roue crantée, on a accès, tout en bas, à toute une série de palettes de dégradés. Il y en a une en particulier qui nous intéresse tout spécialement, c'est la palette Virage photographique. On clique sur OK, et là, ça nous affiche ces couleurs. Dans l'état, en cliquant dessus, ça va colorer notre photo avec des teintes qui correspondent au dégradé qu'on choisit. On sent là qu'il y a du potentiel avec les différentes couleurs, mais dans l'état, ça manque d'intégration tout ça, et justement, niveau intégration, pour mieux fusionner ces couleurs à la photo, eh bien on va changer le mode de fusion du calque de réglage courbe de transfert de dégradé, et on va le passer en mode lumière tamisée. Là, déjà, vous le voyez, hein, c'est beaucoup mieux, et maintenant, eh bien, on peut tester de nouveau les différents dégradés. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour rapidement naviguer parmi les couleurs, et obtenir un virage colorimétrique vraiment intéressant. Ça permet de rapidement donner un rendu stylé à ces photos. Là encore, vous prendrez le temps de bien tester tout ça chez vous, et de choisir le rendu qui vous plaît le plus.
Donc voilà pour ces 5 techniques d'ajustement des couleurs. Donc pensez-y, des techniques qu'on n'utilise pas souvent, des calques de réglage pour certains, des filtres caméra raw, au tout début on a vu ça. Donc pensez-y, mélangez ça avec ce que vous savez déjà faire, entre autres avec les calques de réglage classiques comme balance des couleurs, courbe, etc. Ça vous donnera probablement des pistes supplémentaires pour retoucher les couleurs de vos photos. Allez, verdict final pour terminer sur cet écran. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'en suis satisfait. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faudrait être vraiment pinailleur, chiant, pète couille limite, parce que on est sur du matos professionnel. L'affichage des couleurs est excellent, la luminosité est excellente. Quoi d'autre? L'ergonomie générale est top. Est-ce qu'il y aurait des points négatifs? Franchement, il faut être difficile. Je dirais peut-être le lecteur de carte mémoire à l'arrière qui est pas super accessible. Là, il faut se lever ou alors tourner un petit peu l'écran, mettre le lecteur de carte. Et puis c'est tout. Là, je suis vraiment en train de chipoter. Et est-ce que... Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que je vais le garder, cet écran? Vous le voyez, je me suis embêté à l'installer. Je me suis embêté à faire d'autres choses comme le support ici, là, ou là, ici, par là. Putain, je suis vraiment pas doué à ça, je pourrais pas présenter la météo. Comme le support du Mac, j'en ai acheté un, j'ai acheté un clavier, j'ai acheté une souris, donc un investissement supplémentaire qui n'est pas fourni par BenQ. BenQ m'a fourni juste l'écran, et moi j'ai dû douiller un petit peu pour adapter cet écran à ma façon de travailler, à mon espace de travail. Donc, j'en suis satisfait, et je pense continuer à l'utiliser tous les jours. Et c'est un peu plus ce que je pense, je vais l'utiliser tous les jours puisque c'est quand même super confortable à utiliser dans Lightroom et Photoshop. Je prends mon pied lors de la retouche des photos. C'était déjà le kiff total, vous savez que j'adore retoucher les photos en général, ça c'est mon délire, mais là dans des conditions de travail comme ça, c'est du pur kiff. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, que ce soit des questions techniques sur Photoshop, sur ce qu'on a vu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires ou je sais pas où ça va être publié. Bref, vous pouvez me contacter ou même des questions techniques sur cet écran. Dans la mesure du possible, je pourrais vous donner des informations complémentaires. En gros, BenQ SW270C, c'est un très bon écran si vous en avez l'utilité, bien sûr. Je ne vous dis pas de l'acheter. Moi, je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours, je le recommande. Après, est-ce que c'est game changer? Est-ce que ça va vous faire de meilleures photos? Sûrement pas. Si vous faites de la merde, eh bien, vous verrez votre merde affichée en grand, c'est magnifique. Mais par contre, si vous faites déjà du bon boulot, ou vous, en tout cas, vous souhaitez visualiser correctement vos couleurs pour essayer encore plus d'améliorer le rendu de vos photos, là, franchement, vous pouvez y penser. Ça peut radicalement vous faire évoluer. En tout cas, ça vous permet de percevoir les vraies couleurs de vos photos. Et ça, c'est pas rien.